Non, tout art n'est pas politique et surtout pas le mien. C'est ainsi que Loïc Pantali écrit au sujet de son travail, de son œuvre bricologique, inspirée par Jarry et son Ubu, dans une pataphysique avec pour seul maître mot l'absurde, l'humour, une quête entre naissance et mort, à l'image d'un œuf dont on ne connaît pas très bien l'état. Mort, vivant, à nous, après tout, de le voir, de le sentir. Tout ce que l'on sait peut-être, c'est que pour vivre, il faut une mécanique des organes et une poétique des sentiments. Loïc Pantali, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste sculpteur. Pourquoi déjà, à brûle-pourpoint, votre travail n'est-il surtout pas politique, selon vous? Parce que je trouve que les artistes réfléchissent trop et qu'au bout d'un moment, on se contente trop finalement, quand les artistes n'ont plus rien à dire. Je veux dire, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de chercher. Je veux dire, on a envie de rêver, de raconter des choses et de présenter des univers qui soient plus ou moins quand même un petit peu légers et dénués de toutes ces choses politiques. Je ne pense pas que l'art soit forcément obligatoirement politique. Je suis un peu contre ça, ouais. Ouais. Je pense qu'il faut effectivement rire de tout et de faire des choses très légères, en fait. C'est la différence entre l'art et l'esthétisme? Non, pas forcément. C'est pas une. Non, c'est pas ça. Je dirais que c'est plus quelque chose où finalement on est trop sérieux, en fait. Et je pense qu'en étant moins sérieux, on arrive à être beaucoup plus sérieux que la personne qui est sérieuse. Je sais pas si ça va me faire comprendre. Ouais. Mais oui, c'est purement pataphysique, enfin, sur des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est la science du particulier ou c'est la science en fait où on a le droit de déconner un petit peu et d'être complètement sérieux par rapport à cette chose, tout simplement. Ouais. Donc c'est une espèce d'incarnation de posture finalement pseudo-scientifique de quelque chose qui est très très sérieux mais qui est complètement déconnant et à contrario qui est tellement déconnant que ça en devient même sérieux. Et expliquez-moi comment un œuf peut être drôle. C'est souvent la personne qui voit l'objet qui met de la drôlerie ou pas dans quelque chose. Un objet peut être drôle intrinsèquement? Bah oui, je pense que pour la question de l'œuf, c'est quand même un objet qui est quand même dénué de... quand on voit un œuf, finalement, c'est quelque chose qui est très, 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 très absurde. En même temps, c'est tellement symbolique entre la vie et la mort. Enfin, il y a deux c'est l'œuf et la poule. Il y a cette notion un petit peu d'œuf et de poule. En même temps, l'œuf, c'est quoi? C'est l'œuf philosophique. Enfin, il y a plein de choses. L'œuf de Colomb. L'œuf de Colomb, l'opus magnum, des trucs, enfin, des choses comme ça. Et je pense que justement, pour le coup de l'œuf, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il incarne parfaitement et quelque chose de complètement idiot et quelque chose qui est complètement lourd de sens. Et quand on arrive finalement à prendre les deux, à faire des théories là-dessus, ça peut produire quelque chose d'assez étonnant. Ouais. C'était votre premier travail, je crois, la machine à pondre des œufs. Alors ça, c'était pas mon premier travail. Mon premier travail, c'était fait, on va dire, après l'école des Beaux-Arts de Marseille, où j'ai commencé à faire du minimalisme figuratif, donc avec un ami qui s'appelle Andric Basilio, et où on a donc créé du minimalisme figuratif, et pour le coup des œufs, c'était juste des formes d'œufs au plat. Donc voilà, ça a commencé comme ça, voilà, ça a commencé les œufs au plat, et puis après c'est devenu la machine à pondre des œufs à quel moment? Alors beaucoup plus tard, ça c'était beaucoup plus tard où finalement ma pratique est repartie du côté de la sculpture, et je commençais à construire des machines en rapport avec tout ce qui était machines célibataires, donc forcément en passant par Marcel Duchamp, en passant par donc les écrits de Boris Vian et Alfred Jarry en pataphysique. Et cette machine donc à pondre des œufs était tout bêtement une machine de 6 mètres de long par 3 mètres de haut que j'ai construite avec des plans très très sérieux, avec des ferronniers d'art de Varzy. Et elle proposait donc à l'utilisateur de s'asseoir dessus. Et l'humain, en fait, enfin, la personne humaine pouvait pondre des œufs potentiellement en utilisant cette machine. Et expliquez-nous cette obsession pour les œufs. L'obsession, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une obsession, c'est plutôt faire semblant d'avoir une obsession par rapport à ça. D'accord. C'est-à-dire que finalement, le spectateur ou le regardeur voit une personne qui est complètement omnibulée par rapport à des œufs. J'ai créé des schémas qui faisaient quand même 3 mètres par 4 mètres de longueur par 2 mètres de haut, qui racontaient uniquement le fait de regarder un œuf, qu'est-ce que ça peut incarner. Et une espèce d'empirisme qui se créait avec des filiations d'idées qui sont complètement énormes. Et finalement, on part de l'œuf pour arriver à quelque chose qui est complètement, mais aux antipodes de ça. Mais il y a toujours cette relation avec l'œuf qui me suit depuis toujours.
Vous écrivez aussi seule l'anomalie fait avancer les idées. Et moi, je me suis posé la question, pour quelqu'un qui naît dans une famille, vous n'étiez pas dans une famille d'artistes, je crois que votre père faisait de la décoration. Mon père, il était décorateur, il faisait de l'art, oui, bien sûr. Voilà, mais c'était pas non plus une famille qui vous assignait à cette place-là. Hein, non, voilà. Non. Vous avez été viré des Beaux-Arts de Marseille pour indiscipline. C'est ça, ouais. Je me disais que c'était peut-être vous l'anomalie, non ? Finalement, pour le coup d'avoir été viré des Beaux-Arts de Marseille, j'en suis même assez fier finalement. Oui, c'est ça. Puis ça m'a permis justement de rebondir, de passer à autre chose, et de faire après les Beaux-Arts d'Avignon. C'est cette envie comme ça d'être finalement dans cette anomalie-là. Et dans cette famille, dans cette école, à chaque fois, il a quand même été question de ça, enfin de divergence. Effectivement, c'est vrai. Ça, pour le coup, j'apprends quelque chose. Mais oui, c'est vrai, en prenant du recul, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est peut-être pas forcément une mise en danger, mais oui, l'anomalie fait avancer les idées. Ouais. Et oui. Vous avez rencontré beaucoup d'artistes qui n'étaient pas du tout dans cette anomalie-là. Oui, bien sûr. J'ai même beaucoup d'amis qui ne sont pas du tout dans l'anomalie, qui sont vraiment des gens très très sérieux, très très concept. Et alors, ils vous emmerdent ? Non, on s'entend bien en fait. Décidément, vous êtes quand même uniquement dans un paradoxe. Vous êtes une anomalie et un paradoxe. Ouais. Parce qu'au fond, c'est un peu, on peut vous voir comme un œuf alors. Non, oui, mais après, je ne suis pas non plus renfermé dans cette chose-là. C'est-à-dire que si on parle de l'œuf, si on dit que je suis un œuf, non, je n'ai pas une espèce de coquille, je ne suis pas enfermé dans une espèce de prison. Vous n'avez pas de coquille, vous ? Non, je ne pense pas, en fait. D'accord. Donc, ce n'est pas un œuf à la coque ? Non. C'est quoi votre œuvre préférée ? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, quand même. Mon œuvre de moi-même ou une œuvre de quelqu'un d'autre ? Non, votre œuvre préférée, mon pas œuvre votre préférée. œuvre. Ouais. Il y en a plein. Mais tout bêtement, c'est l'œuf de la poule. C'est sur celui-là que j'ai commencé. Avant, quand il est chaud, quand il sort de la poule. Mais même pas. C'est une fois que je l'ai. Ouais, non, une fois qu'on le voit. Non, ça peut être. Une fois qu'on le mange. Même pas. C'est tellement beau quand on le voit juste comme ça, quoi. C'est super. Alors, votre œuvre préférée ? Vous anticipez ma question. Mon œuvre préférée. Oui. Je dirais que c'est plus, après il y en a plusieurs, mais ça dépend aussi des références. Je dirais que l'œuvre qui me parle peut-être le plus, on va dire que c'est pas une œuvre, ce sont les œuvres de, on va dire, Pierrick Saurin, les dessins de Gilles Barbier, le cinéma burlesque de Charlie Bowers. Il y a tellement de références à donner. Et c'est toujours des artistes qui sont plus ou moins dans quelque chose d'idiot, de déconnant, Jacques Lizen, il y a tellement de références. Après, une œuvre vraiment particulière qui m'éclate, non. Je dirais juste que les seules choses qui m'éclatent dans mon travail quand je produis des œuvres, c'est à partir du moment où je commence vraiment à rire et que ça me fait marrer, ça veut dire que l'œuvre est plutôt bonne, que ça va réussir. Si je vous dis, avez-vous déjà entendu parler de non-évolution ? Qu'est-ce que vous me répondez ? Pour le coup, vous êtes la première personne qui me dit cette chose-là, en fait. Et on va dire ce que c'est. Alors la non-évolution, justement, c'est une théorie par rapport à l'œuf au plat, c'est-à-dire que c'est des schémas répétitifs, donc de minimalisme figuratif, qui se répétaient à intervalles assez réguliers. Et à chaque fois, cette question, en fait, avez-vous déjà entendu parler de la non-évolution ? Et ça fait presque 10 ans ou 12 ans, en fait, que certaines œuvres apparaissent comme ça de temps en temps, un petit peu comme des pop-up, et qui sont comme ça pour... Ça continue, en fait, finalement. C'est un petit peu quelque chose qui est à part de mon travail, mais qui vit toujours, en fait, finalement. Avez-vous déjà entendu parler de la non-évolution ? Avez-vous déjà entendu parler de la non-évolution, etc., etc. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Donc c'est un monde en autarcie qui se suffit à lui-même, finalement, s'entend, affranchi de toutes les contraintes spatio-temporelles. Puis il y a un côté tragicomique aussi, c'est-à-dire que c'est une espèce, comme je disais là, c'est une espèce de posture, où on est là, on a affaire à un artiste, finalement, on peut croire que l'artiste est complètement enfermé, et de temps en temps, ça fait... Oui, il y a toujours cette chose-là, finalement, où je veux dénoncer, enfin, justement, comment expliquer ça ? Je pense pas qu'il faut être trop sérieux, puis il y a beaucoup d'artistes qui se prennent beaucoup trop au sérieux en faisant des... Voilà, enfin, moi je veux parler de cette chose-là, la posture artistique. Qu'est-ce que c'est se prendre au sérieux ? C'est oublier qu'on va mourir ? C'est de pas finalement ravaler son rire ? C'est quoi se prendre au sérieux ? Oui, après, je veux pas non plus être le potache et le comique de service. Je
Je trouve que l'art en ce moment, l'art, beaucoup d'artistes se prennent. Enfin, je suis vachement pompeux de dire ça, mais je trouve qu'on déconne pas assez dans l'art contemporain. On déconne pas assez, et puis voilà, je vais pas dire que ça suffit. Heureusement que ça soit que c'est là. C'est juste une opinion qui est complètement personnelle, mais ouais, on déconne pas assez. Enfin, on déconne pas assez. C'est plus, on réfléchit trop au bout d'un moment. C'est trop violent de réfléchir comme ça. Ouais, ouais. Vous, votre monde, il est enfantin, il se suffit à lui-même. Vous avez, je vois, vous êtes formé à un atelier métal pendant 3 ans, c'est ça, pour apprendre à faire des soudures. Ah, même beaucoup plus, parce que j'ai commencé à l'école de Nice, finalement à rentrer. J'ai passé mes journées entières à l'atelier métal pendant 2 ans. J'ai ensuite bossé, j'ai pas bossé, j'ai survolé les ateliers de Bernard Venet, où j'ai vu comment se déroulaient les constructions, de loin, parce que les ateliers étaient à New York. Il y a eu plein de choses. J'ai un petit peu... Enfin oui, j'ai travaillé dans une fonderie. Ça, oui, ça s'est passé comme ça. C'est ça, tout de suite, les mains dans le cambouis, quoi. Ouais. Ça permet de moins penser, peut-être. Ça permet vraiment d'aller au fait, quoi, dans l'action. Ça permet de mettre les idées en pratique. Oui, oui, c'est ça. C'est ça surtout. Parce qu'au début, c'était des sculptures schémas. C'est-à-dire que la personne était dans un schéma sculpturel, quoi. C'est-à-dire comment faire entrer le spectateur dans un schéma qui est dans le dessin. Donc vous préférez apprendre à faire des soudures que de la philosophie, quoi. Ou faire les deux, c'est bien. Mais les deux, mais alors, du coup, il faut penser. Il faut penser, il faut être dans une... De toute façon, je pense qu'à ce que je pense. Donc, de toute manière, je m'auto-référence. Donc, j'ai aucun problème par rapport à ça. Salvador Dali, ça vous parle? Oui, bien sûr. Oui. C'est un des surréalistes, on va dire. C'est les surréalistes, lui, non, je pense. Mais oui. Je pense que oui, j'aime bien créer une espèce de mythologie aussi, des choses comme ça. Et à quoi ça sert, l'art? C'est la question la plus conne du monde, ouais. Mais c'est la question justement qui ne nécessite pas de penser. Ben non, mais moi après sans art c'est bateau, mais sans j'aurais pas l'art, je vois pas ce que je ferais, quoi, tout simplement. Chaque artiste. Et qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Moi je pense que je serais océanologue, un truc comme ça, quoi. Océanologue, ouais. D'accord. Pour ausculter encore et toujours alors les fonds marins. Ouais, puis on est bien dans les fonds marins, je trouve ça bien. C'est quand même, ça a quand même à voir avec un temps arrêté là. Il n'y a pas de temps. C'est vrai. Ouais. Sur le plancton, on est tous un peu à la même enseigne. C'est pas mal, ça j'ai pas fait le rapport, tiens. Ouais. C'est immémorial, c'est un peu jungien encore, cette question de l'inconscient collectif, archétypal. Ouais. C'est un peu les instants où en fait il n'y a rien. C'est très zen en fait finalement, quoi. Oui, le silence. Le silence, le fait d'être là en fait, le passé, le présent, le futur, et en fait on est juste là dans un point qui est. Ouais. Bravo, Joseph. Comment vous voyez dans un EHPAD à la toute fin de votre vie, ou bien ça j'adore. Moi dans un EHPAD à la fin. Dans un EHPAD en métal ou pas? Non, de toute façon, ça sera défendu. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est commencer à faire un testament. Alors, du coup, ce serait de payer une assurance vie et maintenant, quoi. Oui. Pas très cher, on va dire, je sais pas combien d'euros par mois, jusqu'à la fin de ma vie, pour pouvoir faire une espèce de grand obsèque, finalement, un grand œuvre, finalement, le grand œuvre de la vie. Et dans un EHPAD, justement, ça serait, peut-être, je vois pas du tout, mais peut-être je serais chiant, je pense, dans un EHPAD, je sais pas. Enfin, pour le coup, Vous n'avez pas envie d'en construire un? D'EHPAD? Ah, et ça peut être fabuleux, c'est un EHPAD hors du temps, c'est extraordinaire. Réfléchir à ça, faire une architecture. C'est vrai qu'un EHPAD est hors du temps. Ouais. C'est triste, ça, ce que vous dites. Ah ben ça, je sais pas pourquoi c'est triste. De toute manière, il faut bien que ça finisse toujours mal. On est préparé quand même depuis l'Homo sapiens. Sapiens. Peut-être faire une architecture sur les EHPAD, ce serait pas mal. Ouais. Merci beaucoup, Loïc Pantali. Merci à vous.